Bonjour à tous, bienvenue au Printemps de l'économie. Donc je fais un très court mot d'introduction. Je suis Rémi Janin, le vice-président du Printemps de l'économie, avec Pierre-Pascal Boulanger qui a créé cet événement depuis 7 ans. On est très heureux de vous accueillir au Conservatoire national des arts et métiers, dont je dois remercier tout d'abord bien sûr Olivier Faron qui dirige cet établissement, qui n'a pas pu être là, mais également l'ensemble des équipes du Conservatoire national des arts et métiers et tous les partenaires qui sont associés à cet événement depuis 7 ans. Cette année, en fait, on a choisi de consacrer la 7e édition du Printemps de l'économie au travail, puisque c'est un thème qui est c'est pas qu'il soit mal traité, c'est qu'il n'est pas beaucoup traité, en fait, dans les grands événements sur l'économie. Et c'est assez surprenant, puisque le travail est certainement un des moyens principaux par lesquels nous sommes reliés à l'économie. Que ce soit, vous, pour les lycéens, c'est un avenir pour vous. C'est parfois, pour les retraités, c'est ce qui leur permet d'avoir des retraites, etc. Et donc, le Conseil scientifique a présenté ce thème-là sous la forme de travail un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, certains ont un travail, mais ont seulement un peu et souhaiteraient travailler plus. Donc, c'est un enjeu important aussi. Certains ont beaucoup, voire trop de travail aussi, et d'autres n'ont pas du tout de travail. Et donc, on est sur une problématique aussi de savoir comment le travail s'organise sur la vie, sur l'ensemble de la vie humaine, et aussi dans la population globalement. Il faut savoir qu'il y a un siècle à peu près, on passait peut-être 12%, on passait 40% de notre temps de vie humaine dans le travail. Avec l'augmentation de l'espérance de vie, avec l'augmentation de la durée des études, avec l'augmentation de la durée des retraites, aujourd'hui, c'est seulement 40% en fait de notre vie, c'est seulement 12% de notre vie que nous passons aujourd'hui au travail. Voilà, je passe tout de suite la parole en fait pour cette première séance donc à Bénédicte Tassard qui va présenter les résultats du sondage que nous avons commandé à Opinionway. Donc Frédéric Michaud, ici présent, va présenter les résultats qui vont être commentés ensuite par Selma Mahfouz, qui est directrice de la DARES, l'organisme statistique du ministère du Travail. Je vous remercie beaucoup et bon printemps de l'économie. Voilà, bonjour à tous. Donc, je suis Bénédicte Tassard, je suis journaliste à RT. Je souhaite la bienvenue pour cette première séance matinale qui va donc on va commencer à poser quelques jalons pour réfléchir autour du travail grâce à ce sondage qui va être présenté donc par Monsieur Michaud. Madame va le commenter, puis vous aurez un petit peu de temps pour poser les questions que vous souhaitez. Nous prendrons des questions bien sûr dans la salle. D'abord, Monsieur Michaud, présentez-nous ce sondage, s'il vous plaît. Merci, bonjour à tous. Alors, présentation de ce sondage. Avant d'entrer peut-être dans le détail des résultats, une petite présentation de la méthodologie que nous avons utilisée dans le cadre de ce sondage, qui est une méthodologie extrêmement classique. Nous avons interrogé un échantillon de 1017 personnes, échantillon représentatif de la population française adulte. L'échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, nous permet d'avoir un échantillon représentatif. Il a été interrogé par questionnaire auto-administré en ligne il y a quelques jours seulement, du 15 au 18 février 2019. Et puis nous avons appliqué dans cette enquête, comme dans toutes les études que nous réalisons, les procédures et les règles de notre norme de qualité. Entrons maintenant sans plus tarder dans le détail des résultats avec une première partie consacrée au changement du travail. Première question, en haut en bleu, si vous parvenez à lire, vous avez l'intitulé exact de la question qui a été soumise aux personnes interrogées avec les différents items de réponse et les pourcentages correspondants. Première question posée uniquement aux actifs, c'est-à-dire 58% de l'échantillon. D'après vous, votre métier existera-t-il toujours dans 20 ans ? Question prospective. Réponse nette, 91% des Français nous disent que leur métier existera toujours. Un gros quart, 28%, sous la même forme qu'aujourd'hui, donc stabilité pour les 2 décennies qui viennent. La grande majorité des Français estiment toutefois que leur métier, même s'il existera toujours, devra s'adapter. C'est encore plus le cas pour les catégories socio-professionnelles supérieures. 8% seulement considèrent que leur métier va disparaître. C'est un petit peu plus élevé chez les catégories populaires, c'est-à-dire chez les employés et les ouvriers, mais ça reste très faible. 12% seulement. Il n'y a pas de différence selon le sexe de la personne interrogée, ni selon son âge, donc plutôt une projection optimiste dans l'avenir en ce qui concerne son métier.
La deuxième question de cette étude concernait les facteurs de mutation. À quoi, avant tout, seront dus les principaux changements dans le travail d'ici 20 ans? Là aussi, vous le voyez, la hiérarchie des réponses est très nette. Un facteur est identifié beaucoup plus que les autres. Il est d'ailleurs à l'œuvre depuis 20 ans. 20 ans, c'est la date de création de Google en 98. Ce sont les changements technologiques, changements numériques, changements biologiques qui sont perçus par l'ensemble des catégories de la population, à une exception, les plus jeunes. Les moins de 25 ans citent seulement ce facteur à hauteur de 31%. Quasiment 2 fois moins, peut-être parce que justement il leur paraît beaucoup plus naturel que les autres générations. Les autres facteurs, vous le voyez, jouent beaucoup moins, en tout cas dans les perceptions des personnes interrogées. Les évolutions démographiques qui pourtant sont considérables, la mondialisation, citée seulement à hauteur de 11%, les changements dans les relations au sein des entreprises ou la hausse du niveau d'éducation, tout cela paraît jouer beaucoup plus faiblement sur les changements du monde du travail dans les années qui viennent. Alors plus précisément, quelles seront la nature de ces différentes mutations? Avec là aussi des réponses très nettes. 70% des actifs disent que leur métier existera toujours, mais que certaines tâches seront automatisées, ce qui va aussi peut-être avec ces changements technologiques. Projection optimiste également en ce qui concerne la pénibilité physique des différents métiers, qui sera réduite pour 81% des Français. Pour 81% des Français également, il faudra être beaucoup plus qualifié dans les années qui viennent. Donc, le sentiment que le niveau d'éducation va être encore plus clivant dans les années qui viennent. En revanche, vous le voyez, les Français sont plus partagés en ce qui concerne l'autonomie dont ils bénéficieront au travail. 47% nous disent qu'ils auront moins d'autonomie et 52% qu'ils auront plus d'autonomie. C'est notamment les moins de 35 ans qui se projettent beaucoup plus dans un monde du travail plus autonome. Et puis enfin, le télétravail qui est en train de se développer depuis plusieurs années et qui sera plus important d'ici 20 ans pour 78% des Français. Alors, juste pour terminer sur cette première partie, l'ampleur de l'impact des nouvelles technologies, quelle proportion des métiers sera selon vous profondément transformée par les nouvelles technologies? 59% des Français nous répondent que plus de la moitié des métiers qui existent actuellement seront transformés en profondeur par la robotique, par l'intelligence artificielle ou par l'automatisation. C'est à nouveau la confirmation de l'impact de ces changements liés aux nouvelles technologies. Si l'on entre maintenant la perception des évolutions de la place du travail grâce à cette première question qui concerne la durée légale du travail. On a rappelé quelques éléments chiffrés aux personnes interrogées. La durée légale du travail est passée de 48 heures par semaine en 1919, un siècle, à 40 heures en 1936, puis 35 heures en 2000. Donc, il y a une évolution à la baisse au cours du siècle écoulé. Et d'après vous, d'ici 20 ans, comment va évoluer la durée légale du temps de travail? Vous le voyez, c'est plutôt la stabilité qui domine pour 46% des Français, même si quasiment un tiers anticipe une augmentation, notamment les plus jeunes, notamment les moins de 35 ans. Et puis en revanche, la baisse du travail dans les années à venir n'est anticipée que par 1/5 des Français. De la même façon, en ce qui concerne la place du travail dans l'existence, qui occupait 40% de la vie au début du XXe siècle contre 12% aujourd'hui, là aussi c'est plutôt la stabilité qui prévaut. 42% des personnes interrogées estiment que ce pourcentage de temps de vie consacré au travail va se maintenir, 32% qu'il va augmenter. À nouveau, les plus jeunes, les 25-34 ans, font davantage cette réponse d'une augmentation du temps de vie consacré au travail.
quelle sera maintenant l'égalité dans le futur, avec cette question qui est peut-être la question la plus importante de cette étude, en tout cas les résultats les plus impactants. Dans combien d'années pensez-vous qu'à travail égal, c'est-à-dire à poste identique, à temps de travail identique, les femmes seront autant payées que les hommes? 2 éléments d'analyse sur les réponses à cette question. D'abord, 47%, c'est quasiment une majorité, qui nous disent jamais. 47% des Français considèrent aujourd'hui que jamais les femmes à travail égal seront autant payées que les hommes. Et ce chiffre monte même à 57% chez les femmes. Donc les femmes sont encore plus pessimistes que l'ensemble de la population qui elle-même est très pessimiste. Les catégories populaires, les employés, les ouvriers, rejoignent encore plus que les CSP+, les cadres, les professions intermédiaires, les femmes dans ce pessimisme. Donc, premier niveau d'analyse, quasiment une personne sur 2 qui considère que l'égalité salariale est un vœu pieux et ne s'incarnera jamais. Ensuite, quand on regarde les 53% qui ont exprimé un horizon temporel, on observe qu'il est plutôt éloigné puisque en moyenne, les Français estiment que l'égalité salariale sera atteinte dans 19 ans. Dans 19 ans, alors évidemment avec des moyennes qui varient, les femmes citent une moyenne de 24 ans, donc quasiment un quart de siècle, les hommes citent une moyenne de 15 ans, les plus jeunes, les 18-24 ans, citent une moyenne de 20 ans, les plus âgés, une moyenne de 16 ans. Voilà pour ces résultats quand même très édifiants. Quels sont les facteurs d'inégalité de salaire dans le futur et aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est la première barre en bleu clair, dans le futur, en bleu foncé, dans 20 ans. Aujourd'hui, le sexe, on vient de le voir, joue évidemment comme un facteur d'inégalité extrêmement fort. Il sera atténué dans les années qui viennent. Le niveau de qualification est important aujourd'hui, il sera également tout aussi important dans les années qui viennent. En revanche, on a une atténuation, par exemple, du fait de travailler dans le secteur public ou dans le secteur privé. Pour les autres éléments, vous voyez qu'ils joueront quasiment dans les mêmes proportions, sauf peut-être l'âge, qui sera davantage un facteur d'inégalité de salaire dans le futur. Quatrième partie, les évolutions de l'emploi, avec cette première question qui concerne les causes du chômage en France. Quelles sont les principales raisons qui expliquent les situations de chômage aujourd'hui en France? Vous le voyez, les réponses sont très éparpillées. Il n'y a pas une réponse qui se détache plus que les autres, mais au contraire, une multiplicité de réponses. Les 2 premières, les délocalisations et le coût trop élevé du travail, qui fonctionne en couple évidemment, sont cités à hauteur de 32 et 30%. Les formations inadaptées, on a vu tout à l'heure l'importance du niveau de qualification, c'est rappelé ici, notamment par les plus de 65 ans. Et puis toute une série d'autres éléments cités quasiment au même niveau, la faible croissance, la faiblesse des salaires, l'indemnisation trop importante des chômeurs, les nouvelles technologies également, l'immigration citée à hauteur de 23%. Vous voyez, les Français ont du mal à identifier une cause plus qu'une autre ou au contraire identifient tous les facteurs du chômage au même niveau d'importance. Dans le futur, dans 20 ans, on accordera encore plus d'importance aujourd'hui dans le choix du travail à 2 éléments, le salaire et les conditions de travail, cités respectivement par 45 et 44% des Français, mais les plus jeunes, les moins de 25 ans, citent un petit peu moins ces 2 éléments. En revanche, ils se montrent un petit peu plus attentifs à la sécurité de l'emploi, qui est le 3e critère de sélection cité. Les autres critères, par exemple le mode de management dont on parle beaucoup, la possibilité de s'épanouir au travail, on parle beaucoup des Chief Happiness Officers en ce moment. Vous voyez, ce sont des critères importants, mais ne seront pas décisifs dans les années qui viennent. Avant-dernière question, la sécurité de l'emploi dans le futur sera plus difficilement accessible, quasiment pour 2 tiers des
français, notamment les salariés du secteur public. Donc là, une projection plutôt négative dans l'avenir. Seuls 7% nous disent qu'elle sera plus facilement accessible. C'est 2 fois plus chez les plus jeunes qui, eux, font preuve d'un optimisme un petit peu plus important. Mais globalement, on a quand même cette idée d'une sécurité de l'emploi qui va se durcir dans son accès. Dans les années qui viennent, s'ils ont un problème dans leur travail, les Français font davantage confiance à leurs collègues, 54%, c'est déjà le cas aujourd'hui, ce sont les collègues qui sont les interlocuteurs à qui les salariés font le plus confiance, puis l'employeur, les syndicats, au même niveau, 41 et 40%, et enfin l'État, un peu plus en retrait, à hauteur de 26%. Donc seuls les collègues, seuls les pairs bénéficient d'une confiance majoritaire. Dernière question. Aujourd'hui, 10% des personnes en emploi travaillent à leur compte, c'est-à-dire qu'elles sont leurs propres patrons. Parmi ces personnes à leur compte, un petit nombre travaillent principalement pour des plateformes de services, pour des entreprises comme Uber, comme Airbnb ou pour des plateformes de micro-travail. Dans 20 ans, ces formes d'emploi vont augmenter pour 2/3 des Français et même augmenter fortement pour 29% d'entre eux. À nouveau, les plus jeunes, les moins de 25 ans, ont des réponses différentes. Alors, ils considèrent aussi nettement que cette forme d'emploi va augmenter, 58%, mais vous le voyez, c'est un petit peu plus faible que l'ensemble de la population. Voilà ce qu'on pouvait dire très rapidement pour les principaux résultats de cette étude. Je vous remercie. Merci Frédéric Michaud. On vous posera, je pense, des questions si vous voulez intervenir pendant l'intervention aussi de Madame Mahfouz pour compléter. Bien sûr, nous vous attendons là-dessus. Madame Mahfouz, ça va être à vous. Donc, vous êtes donc directrice de la DARES, qui est une antenne du ministère du Travail, chargée donc de la recherche et des statistiques. Pourquoi, d'abord, s'intéresse-t-on très fort à ces mutations du travail, la distribution des revenus, les inégalités? Pourquoi l'intérêt des Français là-dessus? Bonjour à tous. Merci. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui. D'abord, un mot sur le fait, effectivement, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse? Ce sondage OpinionWay pour le printemps de l'économie, il cherche à cerner comment les Français voient l'avenir du travail. Il ne dit pas ce que sera l'avenir du travail, ça personne ne le sait, on n'a pas de boule de cristal. Mais alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la façon dont les Français voient l'avenir du travail? Pourquoi c'est important de connaître les représentations, les perceptions? C'est parce qu'elles ne correspondent pas toujours à la réalité, justement, et juste pour l'illustrer, je vais vous montrer cet exemple. Ce n'est pas du tout sur le travail, c'est la répartition des revenus. À gauche, telle que les Français se la représentent, et à droite, telle qu'elle est réellement. Qu'est-ce que ça dit en 2 mots? Que les Français pensent que la répartition des revenus dans la société est très pyramidale. C'est le pourcentage de gens qui ont des hauts revenus en haut et des bas revenus en bas. Donc beaucoup de majorité de Français qui considèrent que le plus gros groupe est constitué des plus bas revenus, et puis que plus on s'élève dans l'échelle des revenus, moins il y a de monde en pourcentage. Et puis la réalité, elle est un peu différente. En gros, on a plus de monde vers le milieu inférieur, la classe moyenne des revenus. Donc cette image, elle est assez frappante pour montrer que les représentations qu'on peut se faire de la réalité, même quand on connaît cette réalité, qu'on peut la mesurer, elles peuvent être assez différentes de la réalité. Et c'est bien pour ça que c'est important de connaître et de comprendre comment les gens voient les choses, comment ils se représentent la réalité, parce que leur comportement, la façon dont ils agissent, dépend pas de ce qu'est la réalité, mais aussi de la façon dont ils la perçoivent. Et donc c'est important, et c'est pour ça qu'on a centré ce sondage sur les perceptions des Français sur l'avenir du travail. Alors, un des résultats frappants... Alors, je vais y arriver. On va faire ça comme ça. Voilà. Un des résultats frappants de ce sondage, c'est, comme ça a été dit, le fait que pour les Français, les changements technologiques, numériques, biotechnologie, seront de loin le premier facteur de changement dans le travail,
très loin devant les changements démographiques ou la mondialisation. Pour 8% des Français interrogés, leur métier n'existera plus dans 20 ans. Et ce qui est important, pour 63% d'entre eux, il existera, mais il sera très profondément transformé. Et si une large majorité de Français pensent que seules certaines tâches seront automatisées, près d'un tiers pensent quand même que la majorité des tâches dans leur métier sera automatisée, même si leur métier ne disparaîtra pas. Alors, qu'en disent les chercheurs? Merci. Une étude, donc on va essayer de confronter un petit peu ce qu'on sait ou ce qu'on peut prévoir quand on a des éléments. On a une étude qui est souvent commentée, qui a été réalisée par 2 chercheurs de l'université d'Oxford, Frey et Osborne, en 2013, qui a mis dans le débat ce résultat que 47% des emplois risquaient d'être automatisés dans les 2 prochaines décennies aux États-Unis. Cette étude a fait beaucoup débat. Alors d'abord, comment est-ce qu'ils arrivent à ce résultat? C'est intéressant à savoir. Ils ont en fait demandé à des experts de l'intelligence artificielle de leur donner 70 professions pour lesquelles ils étaient certains, soit qu'elles étaient automatisables, soit qu'elles ne l'étaient pas. Et ils ont analysé ces 70 professions et leurs caractéristiques afin de dégager un petit peu les caractéristiques clés qui faisaient qu'un métier était automatisable ou pas. Et puis ensuite, ils ont généralisé ça à l'ensemble des plus de 600 autres professions. Alors, cette approche, elle a fait l'objet de nombreuses critiques, notamment parce qu'ils examinent les professions globalement, et ça a conduit, selon d'autres chercheurs, et un petit peu le consensus aujourd'hui, à surestimer assez fortement les risques d'automatisation, parce que, par exemple, on pouvait avoir des professions dont un grand nombre de tâches de ces professions peuvent être automatisées, mais pas toutes, qui étaient considérées à haut risque, alors que clairement, certaines des tâches dans cette profession ne seraient pas automatisables. Je prendrai des exemples après. Donc, des économistes de l'OCDE ont cherché à regarder plus finement, pour chaque profession, quelles tâches au sein de ces professions étaient automatisables. Donc, en décomposant les professions en un ensemble de tâches pour regarder quelles tâches étaient automatisables. Et à partir de cette décomposition plus fine, ils estiment qu'environ 9-10% des emplois sont automatisables en moyenne dans les pays de l'OCDE, parce qu'ils ont plus de 70% de leurs tâches qui sont automatisables. Un exemple du fait qu'un métier peut être non automatisable parce que seulement une partie des tâches est automatisable, c'est typiquement un garagiste qui peut être aidé d'une machine pour faire le diagnostic d'une panne, mais ce n'est pas la machine qui va réparer la panne, et donc on a une partie des tâches qui peuvent être automatisables et pas tout. Bon, par ailleurs, un point important à avoir en tête quand on regarde ces études, c'est que même si 10% des emplois sont à fort risque d'automatisation et à peu près 50% risquent d'être fortement transformés, on a là les effets des emplois qui disparaissent. Par ailleurs, on a des créations d'emplois, des nouveaux métiers qui peuvent apparaître du fait des changements technologiques. Il faut bien garder en tête que dans l'histoire, les révolutions industrielles, globalement, ont conduit à une amélioration du niveau de vie et une augmentation de l'emploi, plus qu'à des destructions globales d'emplois. Donc là, en fait, c'est un exemple sur lequel, finalement, les perceptions des Français, telles qu'on a vues au départ, sont pas si différentes. On a vu 8% des Français pensent que leur métier va disparaître. Les experts de l'OCDE, 9-10% des emplois sont à fort risque de disparition. On a une correspondance qui est assez étonnante et assez remarquable. Alors, l'autre effet des changements technologiques sur le travail que les économistes ont mis en avant et dont je voulais juste dire un mot, c'est ce qu'on appelle la polarisation du marché du travail. C'est en fait le fait que ce que fait l'automatisation, ce que fait le changement technologique, c'est faire croître les emplois très qualifiés, mais aussi les emplois peu qualifiés. C'est-à-dire que la part des emplois à bas salaire et à haut salaire augmente au détriment des emplois intermédiaires. C'est ce graphique que vous avez ici. Ce qui s'explique pour une grande part par l'automatisation des tâches routinières qui disparaissent au profit de tâches non routinières qui peuvent être soit intellectuelles, ces tâches non routinières, soit manuelles, en bas de la distribution des salaires. Donc, la polarisation peut avoir des conséquences sur les inégalités de salaire qui ensuite dépendent des institutions du marché du travail, notamment. Alors, un des résultats du sondage, c'était aussi que 82%
des répondants au sondage OpinionWay sur l'avenir du travail considèrent que du fait des nouvelles technologies, la pénibilité physique sera réduite. 80% des répondants. Alors c'est assez encourageant, on a vu qu'il y a pas mal d'éléments positifs dans ce sondage. C'est pas tout à fait ce qu'on observe sur le passé, en tout cas, puisque pour l'instant, vous avez ici les résultats des enquêtes conditions de travail qu'on réalise à la DARES à intervalles réguliers et qui montrent que, donc à gauche, le pourcentage de gens qui ont au moins 3 contraintes physiques dans leur travail, et à droite, le pourcentage de gens qui sont exposés à des bruits intenses, qui est un des facteurs de pénibilité, mais on aurait pu mettre port de charge lourde ou autres facteurs de pénibilité physique. Et on voit une étonnante stabilité de la pénibilité physique au fil du temps, si on laisse de côté les deux premiers points. Au cours des années 80 jusqu'à la dernière enquête de 2016, on a une très forte stabilité en fait des pénibilités physiques. Donc peut-être demain, comme les gens le pensent, une réduction des pénibilités physiques du fait des nouvelles technologies, mais pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on observe en tout cas. Alors un autre résultat remarquable du sondage, comme ça a été dit, concerne les facteurs d'inégalité sur le marché du travail, et notamment sur l'inégalité homme-femme, qui est vue comme le premier facteur d'inégalité. Les Français sont en fait assez pessimistes, puisque, comme ça a été dit, 47% et même 57% pour les femmes, les hommes sont un petit peu plus optimistes pour les femmes, merci à eux, pensent que l'égalité salariale à travail égal, l'égalité salariale entre hommes et femmes à travail égal ne sera jamais atteinte. Plus de la moitié, enfin environ la moitié. Alors l'égalité salariale à travail égal, elle est inscrite dans la loi, je vous le rappelle. Mais alors ils pensent, pour ceux qui pensent qu'elle sera atteinte, donc là, une moitié seulement, ça sera dans 19 ans, encore plus pour les femmes. Mais réciproquement, ils pensent que le sexe ne sera plus le premier facteur d'inégalité dans 20 ans, puis il sera dépassé par la qualification. Et un des effets attendus des changements technologiques qu'ils listent, c'est effectivement le fait qu'il faudra être plus qualifié pour exercer le métier qu'ils existent aujourd'hui. Pour 81% des personnes interrogées, il faudra être demain plus qualifié. Alors que ce qu'on a vu, c'est que la polarisation de l'emploi, c'est à la fois des emplois plus qualifiés et des emplois moins qualifiés, en fait. Alors voyons ce qu'on peut dire sur ces deux faits-là, inégalité salariale et puis qualification. Sur les inégalités salariales, l'égalité salariale entre hommes et femmes, c'est vrai que sur le passé, les évolutions ont été pour le moins lentes. Ce qu'on montre ici, c'est les écarts de revenus salariaux entre hommes et femmes. Donc on voit que les revenus salariaux des femmes sont inférieurs aujourd'hui d'environ 24% à ceux des hommes. C'est la courbe violette tout en haut. Ça tient en partie, quand on regarde les écarts de revenus salariaux globaux entre hommes et femmes, ça tient en partie à des différences de temps de travail. Les femmes sont plus à temps partiel. C'est ce qu'on voit sur la courbe rose, l'écart de volume de travail qui explique une partie de ces écarts salariaux. Alors cet écart de volume de travail entre hommes et femmes, le fait que les femmes travaillent un petit peu moins, il a tendance à décroître au fil du temps. Et en fait, il explique essentiellement la légère réduction des écarts de revenus salariaux moyens entre hommes et femmes. Parce que quand on regarde l'écart de salaire moyen corrigé de ces écarts de temps de travail, là par équivalent temps plein, c'est la courbe verte, ben là on voit que les écarts entre hommes et femmes se réduisent, mais alors vraiment tout doucement. On est là sur une période de 20 ans, 1995-2015, et on a une réduction de un peu moins de 20% à, disons, 18% des écarts de salaire en équivalent temps plein, donc corrigés des écarts de temps de travail. Donc, bon, peut-être une vision pessimiste, mais en tout cas, pas si différente de ce qui s'est passé dans le passé sur les écarts de salaire entre hommes et femmes. Alors, dernier point sur les écarts liés au diplôme, pour dire que les inégalités liées à la qualification, peut-être qu'elles seront plus importantes demain, c'est ce que prédisent les Français dans ce sondage, mais elles sont déjà extrêmement importantes aujourd'hui, et c'était le point sur lequel je voulais finir. On a ici les taux d'emploi des personnes de 25 à 49 ans selon le niveau de diplôme. Les moins diplômés sont en bleu ici. Donc on voit que ces niveaux d'emploi sont beaucoup plus faibles pour les moins diplômés. Là, on est sur des niveaux infra-bac. En rouge, on a les niveaux bac. Et non seulement ils sont plus faibles, mais ils ont décroché en France avec la crise, même si on a un léger rebond ces 2 dernières années. Et quand on regarde, donc non seulement les moins diplômés sont moins souvent en emploi ou plus souvent au chômage, mais ils sont aussi plus précaires sur le marché du travail.
On a ici la part des contrats temporaires parmi les emplois des jeunes. Donc, en fonction de l'ancienneté sur le marché du travail, en abscisse, vous avez le nombre d'années depuis que les gens sont sortis du marché du travail. Donc, on voit que la part des contrats temporaires parmi les emplois des jeunes est supérieure à 60%. Contrats temporaires, c'est CDD et intérim. La première année qui suit la fin des études. Mais c'est le cas ce taux est de 70% pour les peu diplômés. Mais cette part, elle baisse assez rapidement avec l'ancienneté pour les diplômés du supérieur, c'est la courbe rouge. Elle baisse beaucoup moins pour les peu diplômés, c'est la courbe bleue en haut de ce graphique, puisque 5 ans après la fin des études, 55% des emplois occupés par les peu diplômés sont des emplois précaires, alors que c'est le cas de seulement 17% des diplômés du supérieur. Merci Madame Mahfouz nous avoir expliqué si les faits corroborent l'opinion des Français. On va commencer à prendre des questions dans la salle, si vous en avez. Je vais me promener un petit peu avec le micro. Est-ce que vous avez des questions sur ce que vous venez de voir, des choses qui vous ont étonné ou pas? Pour l'instant, je vais vous laisser réfléchir. Alors, parce que j'ai vu il y a une question, Madame. J'arrive. Bonjour. Alors, moi, je suis très surprise par la première question du sondage, qui est que, je n'ai plus les chiffres en tête, que les gens estiment que leur métier va changer. Il n'y a que 8% qui estiment que leur métier n'existera plus dans 20 ans. Et bon, moi, je suis surprise par ce chiffre parce que je trouve qu'il est très faible, que je lis partout que 50% des métiers d'aujourd'hui n'existeront plus dans 10 ans, en 2030. Et donc, je me dis, je m'interroge, je me pose la question de savoir si effectivement les gens ne sont pas sensibilisés à cette transformation. Enfin, quelles en sont les raisons et comment vous l'expliquez, vous, Madame Aladarès, et vous, Monsieur, chez Opinionway? Alors, Salma Mahfouz. Alors, c'est justement ce que j'ai essayé de voir, ce que j'ai essayé de montrer. En fait, alors on entend beaucoup dire, effectivement, vous avez raison, que 50% des emplois ou des métiers vont disparaître. C'est ce que je rappelais ici. Ce chiffre-là, aujourd'hui, dans le débat économique, le consensus, c'est qu'il est extrêmement surestimé. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Il est basé sur le fait de regarder globalement des métiers qui ont des risques d'automatisation. Quand on regarde les choses plus finement, quand on décompose dans les métiers, il y a en fait, dans plein de métiers, il y a des tâches, il y a une partie du métier qui est du face-à-face avec du public, qui est des choses qui demandent soit des rapports interpersonnels, soit des choses beaucoup plus fines des réglages beaucoup plus fins que ce que les machines peuvent faire, qui font que ce n'est pas automatisable. Et quand on décompose finement les tâches, en fait, le consensus aujourd'hui, c'est plutôt autour de 10% des métiers qui sont à risque élevé de disparaître du fait de l'automatisation. Donc finalement, moi j'étais plutôt surprise dans l'autre sens, ce 8%, il est assez proche de ce que les économistes aujourd'hui considèrent comme effectivement le pourcentage des métiers qui risquent de disparaître réellement. Alors après, ce qui est vrai aussi, ce que les gens disent aussi, c'est que par contre, une part beaucoup plus importante de métiers risque d'être profondément transformée. Et là, on a 63% des gens qui disent « mon métier aura fortement évolué ». Et quand on demande sur le pourcentage des tâches qui auront changé, 70% disent que certaines tâches auront été automatisées, 29% disent la majorité des tâches. Donc on voit bien que sur le contenu du travail de chaque métier, les gens voient bien que ça va fortement évoluer. Mais ils sont effectivement pas si imprégnés que ça de l'idée que tous les métiers vont disparaître, ou en tout cas quand on leur demande leur métier à eux, la perception qu'ils ont du risque qui disparaisse est finalement, étonnamment, parce que j'aurais pensé que c'était beaucoup plus élevé, comme vous le disiez, étonnamment, elle est assez proche finalement des estimations. Alors personne n'a de boule de cristal, ce 10%, personne ne sait en vrai, mais enfin les estimations aujourd'hui sont plutôt celles-là. C'est vrai que quand on voit par exemple ce qui se passe dans les banques, avec beaucoup de suppression de postes, mais aussi une évolution des métiers énorme, c'est vrai que les Français aussi se posent beaucoup de questions, mais les métiers changent aussi et ne disparaissent pas seulement. Monsieur Michaud.
Oui, alors il y a plusieurs éléments de réponse. D'abord, la question n'a été posée qu'aux actifs et pas à l'ensemble des Français. Peut-être que si on l'avait posée à l'ensemble de la population, les résultats seraient un peu différents, justement par des effets d'éclairage médiatique, et on parle davantage des plans sociaux ou des licenciements que des créations d'emplois, évidemment. Il y a très peu de variations hein, quand on regarde le détail des catégories. Donc 8% seulement pensent que leur métier n'existera plus, c'est 4% seulement chez les cadres et les professions intermédiaires, c'est 3 fois plus chez les employés et les ouvriers, donc on passe de 4 à 12%, mais ça reste quand même très très faible par rapport à l'ensemble de la population. Moi j'adhère complètement à ce qui a été dit, d'ailleurs on voit bien que c'est l'articulation entre nos deux présentations. Il y a d'un côté les perceptions qui sont restituées par le sondage. Hein. La limite du sondage, c'est le déclaratif, et donc le niveau d'information des personnes interrogées. Puis il y a la réalité des choses. Et on sait très bien, peut-être que ça peut faire le lien avec une autre question, que de fausses perceptions peuvent avoir des conséquences réelles. Ça a été très bien montré par un sociologue qui s'appelle Robert Merton, qui a développé le concept de prophétie autoréalisatrice, en prenant un exemple très simple. Il prend l'exemple d'une banque qui fait l'objet d'une rumeur d'une faillite imminente. Rumeur infondée. La banque n'est pas dans les faits en faillite, et pourtant cette rumeur incite tous les épargnants qui ont de l'argent dans cette banque à aller retirer leur épargne, ce qui provoque la faillite effective de cette banque. Une fausse perception a des conséquences réelles. J'ai trouvé très frappant ce que vous avez montré en ce qui concerne la perception de la distribution des revenus en France. On voit bien que dans la crise actuelle, notamment le mouvement des Gilets jaunes, cette perception ne fait sans doute pas l'objet d'un niveau d'information suffisant. Oui, c'est vrai, Madame Mafous, qu'on a été un petit peu surpris aussi par ce slide. Ça veut dire que la classe moyenne est beaucoup plus importante que ce que ne pensent les Français. On va revenir, si vous voulez bien, au slide. On va le remettre, si vous le voulez bien, le premier. C'est quand même assez étonnant. Oui, c'est exactement ça. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de faire les mêmes graphiques pour les États-Unis, parce qu'ils ont tendance, alors je ne les ai pas ressortis ici, mais de mémoire, c'est presque inversé. C'est-à-dire, alors c'est pas aussi caricatural, mais c'est-à-dire qu'aux États-Unis, la différence entre les perceptions et la réalité est inverse. C'est-à-dire, les gens ont l'impression d'être dans une société relativement plus égalitaire qu'elle ne l'est en réalité. Alors qu'en France, effectivement, on a une perception de la distribution des revenus qui est différente. Après, ça peut s'expliquer, c'est important à comprendre. Alors, je ne sais pas si... Y a-t-il d'autres questions? Non, mais c'était pour réagir à ce que vous disiez. Peut-être que la corrélation entre le ressenti et le côté effectif vient du fait que les gens connaissent très bien leur métier. Ils sont très au courant de en quoi consiste leur propre métier. Ils sont capables de se projeter leur métier dans l'avenir en connaissance des nouvelles technologies. Donc la corrélation n'est peut-être pas très importante. Le rapport à l'autoprédiction, enfin ce dont vous parliez, pour la banque, c'est un peu différent parce que ça repose sur la confiance. Le système de la banque et la monnaie reposent justement sur la confiance. Après, sur ces considérations-là, je ne vois pas justement quel est l'intérêt de travailler sur le ressenti des gens par rapport à la réalité décrite par les scientifiques. Pourquoi faire cette démarche en fait? Je ne vois pas trop le but. Oui, peut-être sur le premier point complètement. La question était posée comme ça. Votre métier, est-ce qu'il existera ou pas? Donc on ne demandait pas aux gens le pourcentage de métiers qui allait disparaître, on demandait votre métier. Et effectivement, je pense que ça contribue au fait qu'on ait quelque chose qui est beaucoup plus faible que ce que spontanément les gens auraient pu dire si on leur avait demandé quel est le pourcentage des métiers qui va disparaître. Et là, on arrive, en fait, mon métier, il n'y en a que 8% qui pensent qu'il va disparaître. Donc la façon dont la question était formulée, je pense, fait qu'on a quelque chose de plus, finalement, de plus proche des prévisions des économistes pour ce qu'elles valent. L'intérêt de comprendre les perceptions. Les comportements des gens, ils sont affectés par la façon dont ils voient la réalité de façon générale. Donc moi, mon métier, c'est de faire des statistiques, c'est de décrire la réalité avec des chiffres, avec des enquêtes, avec des choses très précises qui sont, dire, quelque part qu'on essaye de mesurer ou en tout cas décrire une réalité complexe. Mais si les gens ne voient pas la réalité comme ça,
leurs comportements, ils dépendent de la façon dont ils voient la réalité. Et je pense que c'est important aussi de comprendre la façon dont les gens perçoivent la réalité, quel que soit le sujet. Bon, alors là, on est en plus sur l'avenir du travail. Donc sur l'avenir du travail, la réalité, on ne la connaît pas. De toute façon, c'est l'avenir. On a des prévisions, on a des analyses, mais ce n'est pas des choses qu'on mesure. C'est dans 20 ans. Donc le travail dans 20 ans, personne ne sait ce qui sera. Et du coup, voir comment les gens le perçoivent à travers un ensemble de questions, c'est très intéressant. Ça ne nous dit pas sur les égalités salariales ce que ça sera, mais ça nous dit qu'aujourd'hui, la perception des Français, c'est que finalement, les inégalités salariales entre hommes et femmes, elles sont là pour durer longtemps. Et quand on regarde par rapport au passé, on se dit c'est peut-être pas très étonnant, voilà. Donc si on veut que ça change, il faut vraiment que... Alors là, il n'y a pas de comportement à changer, mais sur certaines choses, si on veut changer les comportements, c'est aussi changer les perceptions et changer la vision de la réalité. C'est ce qu'on voit sur la distribution des revenus. Si des gens partent avec une vision de la distribution des revenus qui est complètement différente de la perception réelle, pour construire un système de fiscalité, de redistribution, c'est potentiellement compliqué. On va écouter la réponse du Printemps de l'économie, pourquoi ils ont commandé ce sondage. Alors, au Printemps de l'économie, depuis, ça fait au moins la 3e édition qu'on fait un sondage avec OpinionWay, parce que nous, en fait, on n'est pas du côté de la recherche, on est du côté de on est du côté de la culture économique, de la pédagogie et du débat. Donc, le slogan, c'est « Emparez-vous de l'économie ». Pour nous, c'est fondamental quand le conseil scientifique choisit un sujet, qu'on puisse comprendre les représentations. C'est aussi une démarche d'enseignant. On part toujours des représentations souvent de nos élèves, etc. De savoir quelle est la représentation du problème. L'an passé, quand on a travaillé sur la mondialisation, on s'est rendu compte qu'en fait, les études économiques montrent des aspects positifs, des aspects négatifs, sont assez contrastés, montrent quand même qu'il y a une réduction de la pauvreté dans le monde. Massivement, les Français pensent qu'il y a une augmentation de la pauvreté dans le monde. Donc cet écart entre les études économiques et les représentations de la population, c'est ce qui fait notre utilité. C'est ce qui fait l'utilité du Printemps de l'économie. C'est que nous sommes là pour faire en sorte qu'il y ait un débat raisonné en fait, sur ces phénomènes-là qui nous concernent tous et qui entraînent ensuite, on n'est pas ici pour faire des débats politiques en fait, mais on sait bien qu'il y a des implications politiques. Là sur le travail, on voit qu'il y a une forme de, comme sur la mondialisation, une forme de fatalisme aussi un petit peu, parce que les représentations ne sont pas si loin de la réalité, c'est vrai. On n'a pas posé cette question-là, mais sur d'autres choses, sur par exemple les inégalités hommes-femmes, on n'est pas si loin de la réalité, puisqu'en fait on voit qu'elles ne se réduisent pas tant que ça. Mais ce n'est pas parce que ça ne s'est pas réduit depuis 20 ans que fatalement, ça ne pourrait pas se réduire avec... on sait qu'il y a des dispositifs dans d'autres pays qui permettent de réduire les inégalités, etc. etc. Donc on est là aussi pour lutter contre le fatalisme, quelque part aussi. Donc de ne pas se dire que ces représentations ou cette réalité-là, elle est inchangeable. Au contraire, on est là pour en débattre, pour voir comment on peut changer les choses. Voilà. Y a-t-il une dernière question, monsieur ? Oui. Au-delà de la notion de métier et des qualifications dont ils sont le package, je crois qu'il y a une approche transversale qui n'a pas été abordée, c'est celle des compétences, c'est-à-dire des compétences qui peuvent être attachées à différents métiers, c'est-à-dire qu'on peut faire plusieurs métiers dans la vie. Ma question est la suivante. Est-ce qu'on voit émerger des compétences nouvelles qui peuvent concerner d'ailleurs plusieurs métiers, ou est-ce qu'il y aura un maintien des compétences au-delà de la question du numérique qui est très mécanique? Est-ce que vous voyez émerger des nouvelles compétences dans les 5 à 10 ans et est-ce qu'elles sont perçues comme telles? Madame Mahfouz. Oui, alors encore une fois, on n'a pas de boule de cristal sur le futur. Effectivement, le débat sur la qualification, sur la formation, aujourd'hui, se centre beaucoup autour de la notion de compétence. La notion de compétence, elle fait débat quand même au sein des économistes. La compétence, c'est la capacité à mettre en œuvre dans une situation de travail des connaissances, des savoir-faire. Donc c'est une notion qui est très liée à une situation de travail. C'est pas la connaissance, la compétence, c'est savoir faire quelque chose dans une certaine situation en mobilisant de l'expérience, de la connaissance, etc. Et certaines de ces compétences, comme vous l'avez dit, sont transférables.
d'un métier à un autre. Certaines sont transversales à différents métiers. Tout ce qui est compétences de savoir-être, par exemple, capacité de raisonnement peuvent être transversales. Alors, est-ce qu'on voit émerger des nouvelles compétences, de même que des nouvelles connaissances émergent, des nouveaux savoir-faire émergent en permanence? J'aurais tendance à dire on a des nouvelles compétences parce que les métiers évoluent, parce que les techniques évoluent. Donc forcément, on voit, ce qui est sûr, c'est que on est beaucoup impliqué en ce moment dans tout ce qui est formation professionnelle des demandeurs d'emploi, avec le plan d'investissement dans les compétences, le gros effort qui est fait pour former des jeunes ou moins jeunes peu qualifiés. Ce qu'on voit beaucoup apparaître, c'est la nécessité de ce qu'on appelle des compétences non cognitives, ou de savoir-être, qui effectivement, pour notamment des jeunes, souvent, que ça soit même pour apprendre à apprendre, avant d'entrer en formation, avant d'entrer en apprentissage, où les gens entrent de plus en plus jeunes, besoin d'apprendre des compétences de comment on se comporte en entreprise, les savoirs non cognitifs, le savoir-être, qui aujourd'hui prennent une importance peut-être plus importante. Alors, ce ne sont pas des nouvelles compétences, elles ont toujours existé, elles ont toujours été nécessaires, elles prennent peut-être une importance plus importante, au-delà évidemment de toutes les compétences liées au changement technologique, aux nouvelles connaissances. Il va peut-être falloir aussi apprendre à demander une augmentation de salaire. Je pense pour les jeunes filles, il va falloir faire un petit cours. Madame, une dernière question? Nous manquons de médecins en France actuellement. Les statisticiens s'octroient-ils une part de responsabilité dans cette situation? Alors là, je pense... Ah oui. Pas sur la démographie médicale me concernant. Donc. Voilà, là nous sommes au ministère du Travail, mais vous aurez peut-être la réponse au cours de la journée. On vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup.